C'est une véritable course contre la montre. Nous devons encore réunir environ 190 000 € pour sauver TV Liberté du piège bancaire qui nous a été volontairement tendu. Mais la mobilisation a déjà commencé grâce à vous. Plus d'un tiers de la somme est acquise. Cela prouve une chose, nous pouvons y arriver. Ensemble, c'est possible. Chaque don nous rapproche de la ligne d'arrivée. Et TVL est à la croisée des chemins. Ou bien nous plions sous le poids de l'injustice, ou bien nous tenons bon et montrons que rien n'éteint une volonté populaire, dissidente, déterminée. Nous refusons de céder, nous refusons de disparaître. L'heure est donc à l'action. Un don maintenant, c'est un souffle d'oxygène. C'est un signal de soutien amical. TVL est votre chaîne. Protégez-la. Faites un don, défendez votre liberté. Chaque euro compte, chaque minute aussi. Merci pour votre énergie, votre solidarité et votre confiance en nos combats communs. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme d'habitude pour ce numéro de Politique et Éco. Au programme aujourd'hui, l'avenir radieux qui attend la France après l'échec du conclave des retraites organisé par François Bayrou. Ça nous aura quand même duré 4 mois, tout cela pour rien. Mais avant, les conséquences économiques du conflit entre Israël et l'Iran. Pour en parler, notre invité Philippe Murer, bonjour. Bonjour Pierre. Et bonjour à tous. Philippe Murer, économiste, cofondateur du mouvement politique citoyen. Ses 2 derniers ouvrages, Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant et sortir du capitalisme du désastre. Alors, Donald Trump a annoncé lundi 23 juin un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. 12 jours après le début des hostilités, le président iranien a annoncé la fin de la guerre et Israël proclamé une victoire historique. Cette participation, in fine, des États-Unis dans le conflit israélo-iranien avait ravivé les craintes d'une flambée des prix du pétrole. Philippe Murer, pourquoi ne se sont-ils pas envolés ? En fait, ils ont commencé à monter. Ils étaient à $60 avant l'opération israélienne. Ils sont montés à $78 lundi matin. Et lundi matin, tous les gens à Wall Street étaient persuadés qu'il y aurait la paix le soir, que c'était terminé, que tout ça n'était que du théâtre, quoi. Et donc, les prix ont rechuté directement à $65. Le Brent et le WTI, tous les deux aujourd'hui, on enregistre le mercredi, on est à $65. Ouais, tout à fait. Et parce que s'il y avait eu une guerre au sol, si l'Iran avait bloqué le détroit d'Ormuz, et donc l'approvisionnement en pétrole, évidemment, le pétrole serait monté à $120, $130 le baril, c'est ce que disaient JP Morgan et d'autres grands groupes financiers, parce qu'il y aurait 20% de la production de pétrole qui aurait disparu du marché. Et donc les prix auraient explosé. Là, le marché est très approvisionné, le détroit d'Ormuz ne sera pas fermé, la croissance économique est faible dans le monde, donc en fait, il n'y a aucune raison que les prix du pétrole restent hauts. Donc ils sont déjà redescendus et probablement que au fur et à mesure que la situation va se normaliser, on va redescendre vers les 55 ou $60 où on était avant. Mais pourquoi personne n'a paniqué ? Alors, ils ont paniqué. On était à 2 doigts d'une 3e guerre mondiale avec des puissances nucléaires derrière l'Iran et puis 2 puissances nucléaires engagées, États-Unis, Israël. C'est vrai, mais on savait que l'Iran ne voulait pas que la guerre s'étende. Avec une guerre au sol. On savait que parce que dans ce cas-là, le régime des Mollahs pouvait tomber. On savait que les Américains et Trump n'avaient aucune envie de faire une guerre au sol. Donc moi, dès vendredi, j'étais persuadé qu'il y aurait une frappe très probablement le week-end. Seymour Hersh, le grand journaliste, l'avait écrit, et que cette frappe s'arrêterait une fois qu'ils auraient dit « nous avons détruit les installations nucléaires ». Donc tout ça a été une forme de théâtre, en fait, qui s'arrêtait, c'est triste, mais c'est comme ça, et qui s'arrêterait très rapidement. Et les marchés financiers en étaient persuadés. Les premiers ont commencé à paniquer. Si vous voulez, le pétrole est passé de 73 à presque $80 le baril en lundi matin. Et avant même les annonces de la fin des hostilités, ça a commencé à baisser toute la journée. On a perdu 12% dans la journée. C'est les marchés qui font la guerre ou c'est la guerre qui fait les marchés ? Non, mais les marchés, ils sont très bien informés. Les gens réfléchissent. Il y a d'énormes capitaux en jeu sur ces spéculations. Donc, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. Et tout disait qu'en fait, on allait se retrouver avec une paix très rapidement. Et donc, les marchés ont eu raison là-dessus. Est-ce qu'on peut néanmoins redouter
maintenant que cette paix semble installée, une méfiance des acteurs économiques dans les semaines, mois à venir? Ça dépend de ce qui va se passer sur le champ géopolitique, les discussions entre l'Iran, l'Israël et les Américains. À mon avis, il n'y aura pas de discussion. Ça crée juste un peu d'instabilité et ça crée un peu de retenue, donc un peu de retard sur les investissements pendant 10 jours, mais je pense que ça va vite disparaître. Vu l'ambiance générale et vu ce qu'il se passe et les probabilités de ce qui devrait se passer, en fait, c'est-à-dire une détente progressive, je pense que voilà, l'impact sera assez faible. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les marchés ont réagi depuis les bombardements américains, après ces bombardements et après la proclamation de cette paix? Comment les marchés ont-ils réagi? De façon complètement incroyable. C'est-à-dire que le pétrole avait pris quand même 30%, de 60 à 78 $ le baril. Et les marchés actions américains ont baissé au maximum de 2% par rapport au plus haut. Ouais. Et là, aujourd'hui, ils sont au plus haut historique, soit le S&P 500 est au plus haut historique, le Nasdaq aussi, Dow Jones un peu plus loin, le CAC, le DAX, tous les marchés internationaux sont quasiment au plus haut, comme s'il ne s'était rien passé. Et pourtant, vous avez remarqué, Pierre, c'est qu'on est quand même... Les gens ont l'impression qu'on est quand même dans une forme de crise économique. Mais ce qui se passe, c'est sur les marchés financiers, quelles entreprises sont cotées? C'est toutes les grandes multinationales, toutes les grandes entreprises françaises, allemandes, américaines. Et elles tirent toujours leur marron du feu. Elles arrivent toujours à servir leurs actionnaires. Tout le système économique est fait pour qu'elles engrangent de plus en plus de dividendes. Et en plus, leurs patrons, il ne faut pas l'oublier, sont payés en salaire fixe, mais surtout en salaire variable indexé sur le cours de l'action. Donc, tout le système économique est fait pour que, en fait, les patrons fassent monter le cours des actions. Et pas pour faire des bons produits, pour faire des produits qui durent longtemps, pour investir à long terme avec leur entreprise sur de nouveaux marchés. Non, tout est fait pour faire monter le prix des actions, les dividendes, etc. Et évidemment, c'est les salariés qui sont les cocus de l'histoire dans tout le monde occidental. Oui, alors le CAC 40, le 24 juin, avait déjà repris 1,3%. Le S&P 500, vous dites, il est au maximum, il est déjà au-dessus des 6000 points. Donc en fait, personne n'a paniqué malgré l'incertitude. Non, mais d'ailleurs, les marchés actions américains, personne ne panique en ce moment. C'est comme s'ils étaient en béton et que le temps était suspendu. Et c'est quoi? C'est l'effet Trump? Non, c'est sans doute un effet bulle. On est dans une forme de bulle. Et dès qu'il y a des petites baisses de prix, il y a des acheteurs particuliers qui viennent pour acheter et qui pour essayer de spéculer sur les marchés actions. Ce sont les actifs qui ont le plus monté depuis 15 ans. Et les gens pensent que ça va continuer tout le temps. Et ils achèteront, ils achèteront, ils achèteront. On va rentrer dans une forme de bulle à un moment donné. On n'en est pas loin. Une bulle sur l'intelligence artificielle où les valorisations sont très chères. Et jusqu'à ce que ça craque, eh bien, ça continuera comme ça. Qui sont les gagnants, les États gagnants et les États perdants à l'issue de ce conflit? Au niveau économique, il n'y a pas grand monde qui gagne dans une destruction, en fait, quand même. L'essentiel, c'est qu'il y ait une destruction. Bon, grosso modo, les producteurs de pétrole ont pu vendre leur pétrole pendant quelques jours plus cher, mais ça reste quand même très faible. Les perdants étant les consommateurs, mais ça a duré pas très longtemps. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de perdants. Moi, je pense que les États-Unis sont gagnants et perdants, ça dépend comment on regarde. À court terme, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire à montrer leur puissance en allant bombarder les installations nucléaires iraniennes. Mais d'un autre côté, ils ont montré qu'on ne peut pas leur faire confiance, puisque quand l'Iran négociait avec eux, ils devaient négocier le samedi et ils se sont fait taper dessus le samedi par les Américains. Donc on voit qu'il y a une perte de confiance quand même dans la dynamique géopolitique de Trump, quoi. Alors, en dehors de ces 3 sites bombardés par l'aviation américaine, Fordo, Natanz et Ispahan, les États-Unis ont-ils aujourd'hui l'assurance qu'ils ont bien été tous les 3 détruits et qu'il n'existe pas d'autres sites d'enrichissement d'uranium? Alors, a priori, en fait, les Iraniens ont déplacé de toute manière une partie, les machines les plus sensibles du site qui était à 80 mètres sous terre de Fordo. Là, il y a beaucoup de fuites et d'images satellites qui le montrent et de gens très sérieux qui le commentent. Le deuxième point, c'est que les bombes américaines, même si elles sont très grosses, c'était à 80 mètres sous terre. Donc apparemment, des fuites des renseignements américains qui ont été reprises par tout un tas de grands journaux américains disent qu'en fait, aucun composant essentiel a été cassé. En gros, ils ont surtout bouché les entrées pour le site de Fordo. Donc il va falloir quelques semaines, quelques mois maximum pour dégager tout ça. Et les Iraniens pourront reprendre leur programme nucléaire comme avant. Et même
je pense secrètement, puisqu'avant, il faut bien rappeler qu'ils faisaient partie du traité de non-prolifération. Ils faisaient visiter leurs usines, et malgré tout, ils ont pris une frappe. Il est assez clair il est peu probable que les Mollahs rentrent de nouveau dans un traité comme ça, puisque finalement, ça leur sert à rien. Donc maintenant, on va assister à la course en avant de l'Iran pour avoir cette bombe nucléaire de façon complètement secrète. Ils iront peut-être à la table des négociations, ils gagneront du temps. Et maintenant, en fait, on a accéléré la prolifération nucléaire. Donc un Iran tout de même affaibli sur le nucléaire, on peut penser qu'ils ont quand même pris du retard sur leur programme, qui affirme toujours pouvoir poursuivre son programme nucléaire, et un régime encore debout qui reste une menace, en tout cas c'est ce que nous explique Israël, et donc un conflit qui pourrait repartir de plus belle n'importe quand. Alors, est-ce que l'Iran est une menace ? L'Iran, alors on peut, et moi je n'aime pas spécialement le régime des Mollahs, d'ailleurs je suis allé en Iran, donc j'y suis allé pendant que ce régime était en place. J'ai un peu discuter avec la population. Il n'est pas très apprécié, effectivement, d'une grande partie des gens. Ceci dit, il n'a jamais fait de guerre. En fait, ce régime des Mollahs n'a jamais déclenché de guerre. Alors qu'Israël, en ce moment, fait des guerres un peu dans toute la région. Donc, on vous dira que le président Mahmoud Ahmadinejad, il y a quelques années, avait, lors d'un discours, expliqué qu'il fallait rayer Israël de la carte. Oui, après, alors... De temps en temps, il s'énerve, mais Israël s'énerve aussi contre l'Iran. Donc il y a des menaces belliqueuses des deux côtés qui sont proférées. Mais les faits, c'est qu'ils n'ont jamais, en fait, attaqué Israël, quoi. Je crois que d'ailleurs... Ils ont fait des représailles. Israël leur a tapé dessus il y a quelques mois. Ouais. Ils ont renvoyé quelques missiles, mais de façon... voilà, pour dire... Légitime défense. Légitime défense. On ne va pas se laisser faire. Vous envoyez des missiles, on ne va pas dire, on ne réplique pas. De la même manière, là, ils ont répliqué quand même de façon assez... pas immense, et ils sont arrêtés dès que c'était possible. Ils sont arrêtés. Ils auraient pu continuer la guerre. Parce qu'attention, les défenses antimissiles d'Israël étaient plus ou moins à terre dans quelques jours. Il restait plus que quelques jours de stock de missiles, et l'Iran pouvait continuer pour faire le maximum de dégâts. L'Iran a accepté finalement de ne pas se venger complètement et d'arrêter la guerre. Donc, de dire qu'Israël est une menace, de toute manière, il n'y a pas de frontière terrestre entre les deux. Israël ne va pas envahir l'Iran par le terrestre, puisqu'il faudrait passer par l'Irak et par 1000 km de frontières irakiennes. Impossible. Et l'Iran ne va pas aller attaquer Israël. Donc, en fait, c'est match nul. Il n'y a que les États-Unis qui pourraient débarquer avec leur marine. Mais ils n'en ont aucune envie parce que, premièrement, Trump a dit qu'il ne ferait pas de guerre. Déjà, il a un peu trompé les gens puisqu'il a fait une guerre par bombardement de quelques jours. Et le deuxième point, les États-Unis ne vont pas envahir un pays de 90 millions d'habitants, comme l'Iran, en plus qui est très nationaliste. Donc en fait, je pense que, pour le moment, c'est arrêté. Et j'imagine mal les Américains dire dans 3 mois, on va aller bombarder parce qu'on va rebombarder l'Iran. Ça serait très délicat, quoi, pour eux. On assiste tout de même au retour de cette notion de guerre préventive. Qu'est-ce que ça veut dire à la vue du droit international ? Pour moi, c'est une guerre d'agression, hein. Quand vous agressez quelqu'un alors que l'autre, le premier qui tape en fait sur l'autre, eh bien c'est celui qui agresse. Et De Gaulle disait, moi je ne peux pas soutenir celui qui lance une guerre. C'est ce que De Gaulle avait dit pendant la guerre des 6 jours. Exactement. Et de la même manière, imaginez la garde préventive, c'est comme si vous allez dans la rue, vous baladez, puis à quelqu'un, vous dites, cette personne-là me plaît pas, alors qu'il ne vous a pas agressé, et vous lui tapez dessus. Vous allez devant le juge, et le juge va vous dire, mais monsieur, vous êtes fou, quoi, en fait. Cette personne ne vous a pas agressé, vous lui tapez dessus, parce qu'il va vous taper dessus, c'est ce que vous dites. Donc c'est absurde. Et bien le droit international est contre les guerres préventives, ce sont des guerres d'agression. Et je fais remarquer d'ailleurs que tous les gens qui étaient des collabos d'ailleurs de l'époque, en fait, enfin, qui faisaient partie des tendances collaborationnistes, vous disent oui, attention, vous faites des collabos comme pour Munich, vous allez vous plier à un futur Hitler. À chaque fois, on nous dit ça. En fait, vous vous rappelez, en 1936, à la suite de l'invasion des Sudètes, en fait, on s'est couché devant Hitler, alors que Hitler venait d'envahir les Sudètes. Mais ça n'a rien à voir. En fait, Hitler avait écrit premièrement Mein Kampf, où il disait qu'il devait envahir vers l'Est pas mal de pays pour trouver un espace vital pour les Allemands. Il avait dit qu'il allait envahir, et il l'avait fait. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, si un pays envahit un autre, eh bien, c'est lui qui agresse, quoi, très clairement. Donc cette histoire de Munich, à chaque fois que moi je dis, arrêtons avec ces guerres inutiles, ces guerres préventives qui sont des guerres d'agression, c'est complètement faux, ça ne se ressemble absolument pas avec ce qui s'est passé en 1936. On a entendu le président américain expliquer que les sites nucléaires iraniens avaient été totalement détruits. Est-ce qu'on sait aujourd'hui s'il y a des émanations
Je veux dire, Il n'y a pas eu d'émanation radioactive. Oui, exactement. Il n'y en a pas eu, et apparemment, toutes les fuites semblent dire qu'en fait, il n'y a pas eu grand-chose de cassé dans le programme nucléaire iranien. Donc l'Iran va pouvoir le faire. Et l'Iran, a priori, était sous contrôle. Il faut rappeler que ce programme nucléaire était sous contrôle très strict de l'AIEA, et que je pense que demain, il ne le sera plus, parce que les Iraniens, maintenant qu'ils ont fait des contrôles internationaux et tapé dessus, ils vont dire, écoutez, quel est l'intérêt de faire des contrôles internationaux sur notre programme si c'est pour se faire taper dessus ? C'est là où tout cela est contre-productif, et tout le monde a compris, dans le monde entier, et c'est une énorme erreur, je pense, qui a été faite par le gouvernement américain et israélien, tout le monde a compris dans le monde entier que seule la Corée du Nord et le Pakistan ne se sont pas fait attaquer, comme pays du Moyen-Orient, qui sont des États, on peut dire, parias pour les Américains. Pourquoi ? Parce que finalement, la Corée du Nord, par exemple, dispose de l'arme nucléaire, tout comme le Pakistan. Il faut avoir l'arme nucléaire. Donc on est dans une logique de prolifération de plus en plus rapide, parce que tous les États comprennent que seule la force compte, le droit international ne compte pas. Donc il leur faut la force, il faut la bombe nucléaire. Et le Pakistan n'était pas censé être, il y a quelques années, l'allié des États-Unis ? Si, oui, c'est l'allié, mais en même temps, c'est l'allié, c'est un petit peu à géométrie variable. Là, je crois que le gouvernement pakistanais a dit que si l'Iran était attaqué très fortement, il pourrait lui prêter sa bombe nucléaire pour faire face, quoi. Donc on voit que les choses sont plus compliquées qu'elles n'ont l'air. Cette loi du plus fort avec ce bombardement américain sur l'Iran, c'est quand même la violation totale du droit international. On y assiste avec les violations des résolutions de l'ONU concernant Israël, puisque les États-Unis mettent systématiquement leur veto. De quoi cela est-il le présage pour l'avenir de cette attaque ? On peut imaginer que les États-Unis, puisque le Pakistan leur plaît pas, la Corée du Nord leur plaît pas, qu'est-ce qui leur empêcherait de taper, quoi ? Alors je pense que Trump le fera pas. Personnellement, j'ai été un peu surpris qu'il accepte de faire cette petite attaque, enfin ces bombardements des sites nucléaires iraniens. Probablement que le lobby AIPAC, qui est un lobby israélien, a joué beaucoup, puisqu'il finance énormément de parlementaires américains. Je ne vois que cette raison-là. Il y a deux raisons. C'est celle-là, ou alors que Trump est tenu par des choses secrètes qu'on ignore, et qu'il a été obligé de faire ça contre son camp, parce que son camp a failli s'est beaucoup abîmé à ce moment-là. Il a failli se briser. C'est pour ça qu'il a fait d'ailleurs aussi, sans doute, le minimum. À mon avis, on n'aura pas d'autre chose sous Trump. Enfin, on verra bien, il y a encore 2 ans et demi. Mais l'intérêt de Trump, il a promis la paix. S'il fait la guerre, en fait, le peuple américain ne lui pardonnera pas. Il perdra les midterms qui ont lieu dans 1 an et il ne pourra plus gouverner. Sa gouvernance est finie. Déjà, elle est très abîmée par ce qu'il a fait là, mais elle sera terminée s'il fait une guerre. Quelle conclusion on peut tirer économiquement de ce qui s'est passé entre Israël et l'Iran ? Ça n'aura pas beaucoup d'impact économique, à part pour les deux protagonistes. L'Iran, il y a beaucoup de destruction en Iran. Plus de 600 morts. Ouais, plus de 600 morts, pas mal d'immeubles à terre, des infrastructures aussi importantes. Et puis, il y a aussi beaucoup de missiles qui sont passés, en fait, même s'il y a eu une forme de silence radio israélien, il y a beaucoup de missiles qui sont passés. C'est une des premières fois où Israël a été autant touché. Il y a eu le port de Haïfa, des raffineries de pétrole, donc c'est assez gênant. D'ailleurs, si l'Iran avait voulu être très méchant, il aurait pu tirer des missiles hypersoniques sur les usines de dessalement d'eau d'Israël. Et à ce moment-là, c'était une catastrophe pour Israël, puisqu'il y a 5 usines qui approvisionnent l'essentiel de l'eau pour Israël. Donc, les protagonistes ont tapé, mais pas trop loin. Et il y aura quand même quelques dégâts économiques. La guerre, elle va coûter cher à Israël. Et il reste en plus empêtré dans la guerre à Gaza, donc tout ça devient quand même compliqué pour l'État israélien. On va revenir en France pour la deuxième partie de cet entretien avec vous, Philippe Muret. On va évidemment commencer avec l'échec du conclave des retraites après 4 mois de négociations des représentants syndicaux. Le déficit public va donc continuer à se creuser. On espère au maximum 200 milliards en 2025. Le budget... aucun accord en vue pour le moment. On nous avait promis des dizaines de milliards d'économies. Rien n'est prêt. Une motion de censure a été déposée par le Parti socialiste contre François Bayrou, dont on pense qu'elle n'accouchera de rien, puisque le RN s'oppose au vote de cette motion de censure. Une nouvelle dégradation de la France semble inévitable, et donc une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Est-ce qu'on peut imaginer voir la France devenir l'épicentre d'une crise de la zone euro ?
Alors oui, c'est possible, mais l'Union européenne est bien au courant que si la France implose économiquement, tout implose en Europe. Ça fait depuis des années que la consommation en biens en France, c'est la seule qui tienne. On a l'impression que ça va pas bien en France, mais ça va encore plus mal dans les autres pays, où la consommation est encore plus bas, parce que les gens, on leur a demandé encore plus de sacrifices qu'en France. Les Français étant râleurs, défendant leurs avantages, se sont moins laissés faire. Donc, effectivement, si ce jeu est joué, en fait, si on demande des coupes de dépenses de 46 milliards d'euros, parce que par exemple, c'est ce qui est demandé pour le budget, ça veut dire qu'il y aura 46 milliards d'euros d'impôts en plus, ou de baisse de commandes publiques, ou de consommation en moins. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand on distribue de l'argent, cet argent il retourne dans l'économie, même s'il alourdit pour le futur la charge de la dette et vos épaules. Si vous faites 46 milliards d'euros de coupe, il y aura une récession en France à ce moment-là. Et donc vous allez récupérer déjà que la moitié, donc des 46 milliards, vous allez récupérer 23 milliards d'euros, puis vous allez entraîner la France dans la récession. Vu la fragilité des économies dans toute l'Europe, l'Allemagne, on rappelle qu'ils ont 0 croissance depuis 3 ans. Et que l'industrie, elle a baissé de 15% en 3 ans en Allemagne. Ouais. Tous les pays sont très très mal. Donc si l'Union européenne se met à faire ça, impose des coupes massives au gouvernement français, eh bien oui, on pourrait se retrouver dans le cas de la Grèce, mais c'est toute l'Europe qui tomberait en même temps. On a des taux d'intérêt aujourd'hui à 3,3% sur le 10 ans. Comment est-ce que ça peut évoluer ? Est-ce qu'on peut se retrouver avec cet échec du conclave des retraites avec tout de suite une montée violente ? Il ne s'est rien passé. Donc on est d'ailleurs à un niveau plutôt plus bas qu'en décembre. On est à 0,7% de spread avec l'Allemagne, donc l'écart avec l'Allemagne est faible, puisque l'Allemagne elle-même a décidé en plus de dépenser plus. Il faut bien comprendre que ces taux d'intérêt sur la dette publique, de toute manière, si la Banque centrale, en fait, qu'elle soit américaine, française, européenne, si elle intervient, elle peut gérer ses taux d'intérêt. Toutes les banques centrales dans le monde gèrent les taux d'intérêt sur la dette publique. Donc cette peur d'explosion des taux d'intérêt sur la dette publique est quand même un peu... Il ne faut pas se leurrer, c'est vraiment en cas de crise grave parce que la Banque centrale peut toujours acheter de la dette de l'État et maîtriser les taux d'intérêt. C'est elle qui maîtrise les taux d'intérêt, donc il n'y a pas d'évolution importante. Et le conclave des retraites, personne n'attendait rien. De toute manière, ce conclave des retraites, c'était un cinéma. C'était un cinéma du Parti socialiste qui voulait dire, regardez les Français, je défends les retraités, je vous défends vous pour que vous puissiez prendre votre retraite tôt, en mettant la pression sur le gouvernement Bayrou. Bayrou a fait discuter syndicats et patronat, personne n'a trouvé d'accord, c'était attendu. Voilà, donc ils font leur cinéma, ils font une censure. Ils ont raison, parce que finalement c'est un gouvernement Macron au pouvoir avec Bayrou. Bayrou, c'est le plus proche de Macron. Le problème, c'est comme vous l'avez dit, en fait, la partie gauche de l'échiquier politique va voter la censure et le RN a dit qu'il n'allait pas voter la censure. S'ils avaient été alliés sur cette censure-là, le gouvernement Bayrou tomberait pour le plus grand bien des Français, mais visiblement, on va continuer encore quelques mois avec Bayrou, quoi. Donc ce système des retraites va continuer à fonctionner ? Est-ce que les gens de ma génération peuvent se dire aujourd'hui « Hurrah, nous sommes sauvés, nous aurons nos retraites quand on ira » ? Le système de retraite, il ne peut pas fonctionner, parce que l'économie française ne fonctionne plus depuis qu'on est dans l'euro, le libre-échange, l'Union européenne. En fait, toutes les économies de la zone euro n'ont pas de croissance, c'est le trou noir de la croissance mondiale. Alors, tous les systèmes de retraite, qu'ils soient par capitalisation ou par répartition, pour fonctionner, ils ont besoin d'avoir une croissance de l'économie, du PIB raisonnable, une croissance des salaires aussi, pour qu'on ait des recettes et des cotisations sociales. Or, c'est exactement l'inverse. Avec l'énergie chère de l'Union européenne, avec le libre-échange, avec les pays à bas salaire qui flinguent l'économie, on se retrouve avec pas de hausse de salaire, pas de cotisation, et à la fin, donc, il n'y a pas d'argent pour les systèmes de retraite. Et ça va continuer tant qu'on reste dans ce système économique. Effectivement, on va passer à 66 ans, puis 68, et la Commission européenne envisage 70 ans. Tant qu'on reste dans ce système, c'est comme ça. En plus, c'est un deuxième effet. Le deuxième effet, c'est comme personne ne s'en sort économiquement, les jeunes, et que les dépenses sont... et que les salaires sont trop bas, les jeunes ne veulent plus faire d'enfants. Entre le fait qu'économiquement, ils n'y arrivent pas, il y a eu des sondages qui sont sortis cette semaine qui disaient, par exemple, que les jeunes Italiens aimeraient bien faire 2 enfants. Ils font 1,2 enfants. Donc en plus, ça fait qu'il n'y a pas d'enfants et pas de renouvellement des générations, et donc ça affecte par ricochet, encore une fois, et très fortement, le système des retraites. Donc le système des retraites, entre l'économie qui va pas bien par cette politique économique et la démographie qui va pas bien, eh bien évidemment, le système de retraite, tant qu'on reste dans l'Union européenne et dans cette politique économique restrictive, ira à volo et on va être très très mal tant qu'on ne change pas. Oui, ce problème démographique, Philippe Murer, on a vu qu'en mars, le taux de natalité est passé sous le taux de mortalité.
On est équivalent en France, oui. 700 000 naissances, 700 000 décès. On nous a expliqué pendant des années que l'immigration servirait justement à compenser la baisse de la natalité. On voit que ça ne sert à rien. Enfin, oui, ça servira à rien dans ce système, parce que de toute manière, les gens qui sont immigrés font plus d'enfants la première génération, et encore de façon raisonnable. Hein. Et il ne faut pas oublier que, par exemple, en Afrique du Nord, le taux de fécondité, c'est 2 enfants et demi par femme. Hein. On n'est pas à 5 enfants par femme. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que donc on a 700 000 naissances pour 700 000 décès en France. En Italie, on a 400 000 naissances pour 700 000 décès. Donc les Italiens, ils perdent 1 million d'habitants tous les 3 ans. Là, la Pologne, le taux de fécondité est en train de passer à 1,05 enfants par femme. On est à 1,60 et quelques en France. 1,2 en Espagne, en Italie. En fait, c'est la catastrophe partout en Europe. On n'a plus de renouvellement des générations, ce qui pose un problème de sclérose des sociétés. Il y a trop de vieux par rapport aux jeunes. Et puis un problème aussi de perpétuation des sociétés, évidemment. C'est le cas partout dans le monde, en fait. C'est vraiment un phénomène mondial, multifactoriel. Aux États-Unis, on est au même taux de fécondité qu'en France. Ça y est, on est largement en dessous du seuil de renouvellement. En Amérique du Sud aussi. Et en Asie, c'est là où c'est le pire, puisque on est à 1,2 enfants au Japon, je crois, 1 enfant en Chine et 0,7 en Corée du Sud, qui est le record. Et pareil pour Taïwan, Thaïlande, en fait, ça va pas bien. Donc on a un problème majeur de perpétuation et démographique et qui aura des conséquences gigantesques. Hein. Absolument gigantesque. Multifactoriel, vous dites ce phénomène, comment on peut l'expliquer ? Il y a 3 raisons, en fait. La première raison, c'est que le pouvoir d'achat des jeunes est tellement bas, les salaires sont tellement bas pour les jeunes qu'ils n'ont pas envie de faire... C'est compliqué de faire des enfants. Une deuxième raison, qui est sociologique aussi, probablement la difficulté à ce que les couples s'engagent sur le long terme et donc puissent faire des enfants sur le long terme, hein, parce que, en termes de famille. Le logement qui est inaccessible partout, hein, il est en France... beaucoup trop cher pour constituer une famille, mais en Chine, c'est une des raisons très importantes, et en Italie, pareil. Il y avait un article cette semaine sur l'Italie qui montrait, par exemple, que les salaires des Italiens ont pratiquement pas bougé entre 1991 et aujourd'hui, et que les jeunes Italiens se retrouvaient, en fait, incapables, même en célibataire, de se payer un appartement, par exemple, à Milan ou à Rome. Et parce que les salaires étaient trop bas. Et quand ils partaient en Belgique, les salaires doublaient. Vous voyez, donc cet écrasement des salaires qui a été voulu. Et puis la dernière chose, c'est l'ambiance extrêmement morose. Il y a l'éco-anxiété, évidemment. On va tous mourir parce que la planète va brûler. Il y a les projets peurs sur le Covid, sur l'Ukraine. Il y a des projets peurs tout le temps. Les gouvernements gouvernent par la peur. Ça ne donne pas envie de faire des enfants et de voir l'avenir de côté. Donc, tant qu'on restera dans ce système, on aura une démographie, en fait, qui va s'effondrer. Et c'est vraiment quelque chose de très grave parce que les conséquences sont très, très, très lourdes et sur du long terme. Quel type de conséquences vous imaginez ? Économiquement. Alors, première conséquence, la nécrose des sociétés. Quand au bout d'un moment, vous avez une part de vieux très importante, dans les pays qui ont 1 enfant par femme, on va se retrouver avec 2 fois plus d'une génération que la génération en dessous. Et 4 fois plus de grands-parents que les petits-enfants. Donc c'est une société qui est sclérosée parce que quand on est vieux, moi je suis en train de vieillir aussi, on se sclérose en fait, par rapport à la dynamique de la jeunesse. Le deuxième point, c'est que tous les modèles sociaux vont imploser dans le monde entier avec ça. Comment payer des retraites quand en Corée du Sud, vous aurez 7 grands-parents pour un petit enfant? Impossible. Et troisième point, ça fait une décroissance économique puisque... Et qui est très très dur, quasiment impossible à gérer un système capitaliste. Il n'y a que le Japon qui arrive de façon très particulière. C'est-à-dire que, en fait, puisqu'il y a de moins en moins de personnes, il y a moins en moins de consommation, donc on est plutôt sur une réduction, une croissance négative. Et c'est extrêmement complexe de faire face à ça et d'arriver à avoir une croissance positive. Le Japon le fait, mais avec un tas d'artifices pour y arriver. C'est des conséquences naturelles, cette sclérose de l'économie. C'est la conséquence du système capitaliste qui l'engendre ? Oui, c'est la volonté de faire un système qui est beaucoup trop dur, c'est-à-dire un capitalisme financiarisé, mondialisé, où tous les gens sont en concurrence les uns contre les autres, les salaires sont mis sous pression, et c'est un système qui est trop dur et qui ne correspond pas à la vie, qui est un système mortifère en fait. Vous avez écrit cet ouvrage « Sortir du capitalisme du désastre ». C'est en lui-même le système qui pose problème et qui arrive à sa fin. Oui, tout à fait. Je pense que le capitalisme, c'est un système qui a énormément d'énergie, l'économie de marché. Le problème, c'est quand il n'est pas réglementé, il est laissé à lui-même de façon totalement sauvage, comme ça a été fait depuis 40 ans, il produit des désastres. Et donc, c'est un système qui doit être réglementé.
Voilà, qui doit être réglementé, c'est-à-dire c'est un système qui doit être dirigé. Le capitalisme d'entre-deux-guerres, l'économie de marché des 30 Glorieuses a produit des résultats extraordinaires. Et pas seulement parce qu'on était en reconstruction, c'est qu'il y avait un partage de la croissance entre les plus riches et les autres. Là, on a créé un système où il n'y a que les plus riches qui gagnent. D'ailleurs, leur fortune, la fortune des 500 plus grandes fortunes françaises, 75 milliards en 1997, 1500 milliards aujourd'hui. Alors que tous les autres Français, en fait, en moyenne, ce sont plutôt soit fortune stable, soit appauvris. Un système qui donne tout aux plus riches, c'est un système qui déséquilibre, et en plus, ça devient une oligarchie, puisque les plus riches prennent toutes les manettes du pouvoir. Ce marché du logement en déshérence, vous dites, c'est dû à l'écrasement des salaires. Est-ce que c'est le seul facteur du problème ? Alors, non, le marché du logement, il est plombé partout parce que Macron, ça l'intéressait pas du tout. Lui, il aime ce qui est fluide, ce qui est comme les actions, les titres cotés, les startups. Il aime le liquide, oui. Le liquide, voilà, les startups, toutes les choses mode. Pour lui, le marché du logement, c'est un truc archaïque, on est enraciné, donc ça lui plaît pas. Le problème, c'est que, en fait, première chose, il a enlevé tous les facteurs d'aide au logement, à la construction de logements. En fait, les avantages incitatifs d'impôts pour les gens qui investissaient dans les logements. Donc la construction de logements a baissé de 30%. En même temps, il fait venir 500 000 immigrés de plus par an qui ont besoin de logements. On va vous dire qu'il y en a qui partent. Oui, mais enfin, en moyenne, on en a beaucoup qui arrivent et peu qui partent. Donc on en a presque 500 000, 130 000 demandeurs d'asile, donc illégaux, et 350 000 légaux. Il y en a sans doute quelques-uns qui partent, mais en moyenne, il y en a beaucoup qui restent. Donc, ça pose un problème de logement, alors qu'on en construit de moins en moins. Et puis, c'est les normes sur l'énergie. En fait, vous discutez avec des agents immobiliers, les normes DPE sont en train de mettre vraiment le vrai foutoir dans le marché immobilier. C'est les normes européennes, c'est Bruxelles qui nous les pond, ces normes ? Oui, ça c'est carrément une directive européenne directement qui nous impose de faire des normes pour diagnostiquer les logements en énergie et petit à petit d'interdire les logements qui ont des énergies faibles. Mais sur le marché du neuf, je vous donne un exemple. Est-ce que le but de Bruxelles, c'est de faire crever les Français en fait ? Le but de Bruxelles, c'est de faire du moralisme et de dire qu'on va être bien parce qu'on va pas économiser, on va économiser de l'énergie et qu'en fait, ça va être super. Mais effectivement, ça finit par faire crever les Français. Je vous donne un exemple, mais vraiment qui montre l'absurdité sur le logement. Le logement neuf, là, j'ai regardé sur une banlieue près de Lyon. J'en discutais avec une amie qui est agent immobilier, donc j'ai regardé. Alors, c'est une banlieue près de Lyon, où les gens ont envie d'avoir une maison. Mais les maisons sont à 3-4 000 euros le mètre carré, alors que le logement neuf, il est à 5-6 000 euros le mètre carré en appartement. Donc les appartements sont plus chers. Évidemment que Pourquoi ? Parce que ils construisent très cher, parce que maintenant, ils doivent faire des appartements qui sont en catégorie A, DPE A. Donc il faut qu'ils consomment quasiment aucune énergie. Ça coûte extrêmement cher aux promoteurs, qui n'arrivent plus à les vendre. Donc les promoteurs sont en train de s'effondrer. Et ils ne vendent plus un logement, parce qu'évidemment, vous n'allez pas vendre des logements, des appartements plus chers que des maisons. Et donc, c'est en train de poser un problème majeur. Donc voilà, il n'y a rien qui va dans le logement, et c'est complètement bloqué aussi en termes de pouvoir d'achat. Donc les gens n'ont plus les moyens d'acheter, surtout que les taux ont remonté. Les gens n'ayant plus le moyen d'acheter, il y a beaucoup d'offres qui arrivent, il y a des successions qui arrivent, et le marché est très orienté à la baisse, alors même qu'il y a des difficultés de location importantes en ce moment. Vraiment, il n'y a rien qui va, et c'est pourri, effectivement, par la bureaucratie européenne, par les DPE, mais il n'y a pas que les DPE. Quand vous vendez ou louez un logement, le propriétaire doit faire 6 diagnostics. C'est énergie, plomb, amiante, électricité, et j'en passe. Risque sismique, etc. Donc vous demandez aux agents immobiliers, ça devient l'enfer, quoi. La programmation pluriannuelle de l'énergie du gouvernement a été rejetée le 24 juin à l'Assemblée. Pourquoi vous redoutez une explosion des prix de l'énergie ? Alors ça, je l'avais dit il y a un mois, mais on est tous d'accord. D'ailleurs, Henri Proglio a dit la même chose. Fabien Bouglet, ancien président d'EDF, Fabien Bouglet, on est tous d'accord. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Cette programmation pluriannuelle de l'énergie, en fait, elle impose à la France de doubler ou tripler la production d'énergie renouvelable dans les 10 ans à venir. Mais elle a été rejetée, donc on oublie ou quoi ? Alors, pourquoi il y a cette programmation ? Parce que l'Union européenne a dit à la France maintenant, il y a une directive européenne qui dit que la France doit avoir 42% d'énergie renouvelable par rapport à sa production d'électricité, qui est absurde vu qu'on a beaucoup de nucléaire. Donc ça, c'est une imposition par Bruxelles, et on prend des amendes tous les ans si on ne les respecte pas, et de plus en plus grosses. Et de plus en plus de pression par Bruxelles. Ça, c'est le premier point. Donc, le gouvernement s'est plié, a proposé de doubler ou tripler le nombre d'éoliennes et de panneaux solaires, sans problème. Le but, c'est 25% d'augmentation de la production d'électricité.
Oui, et surtout doublement, triple, et ce qui se ferait uniquement par du solaire ou de l'éolien. Le problème, c'est que c'est absurde. Et c'est là on rentre dans la folie pure bureaucratique et de nos politiques. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la France, elle produit 20% d'électricité en trop. Elle exporte 20% de sa production électrique, ce qui est gigantesque. Ça, c'est le premier point, en annuel. Or, on nous demande de faire du solaire et de l'éolien. Mais dans toute l'Europe, quand il y a du vent ou du soleil, il y a de l'énergie en trop partout. Donc en fait, on va construire pour 300 milliards d'euros d'énergie renouvelable qui ne serviront à rien, puisque l'énergie sera invendable à l'étranger. Il y en a déjà trop. Elle sera invendable en France parce qu'il y en a déjà trop. Donc on va claquer 300 milliards d'euros pour rien. Donc qui va payer ? C'est les factures des Français. En fait, ça va augmenter les factures de Français. C'est ce qu'ont envisagé plusieurs spécialistes, autour de x2 pour la facture d'électricité des Français, pour payer ces 300 milliards d'investissements qui ne servent à rien. Donc on est vraiment dans la folie la plus pure. Pendant que Donald Trump négocie, lui, de son côté, toujours des hausses de droits de douane, l'Europe, d'Ursula von der Leyen, reste accrochée à son libre-échange, ce qui est en train de faire exploser notre tissu économique. Vous allez me dire, rien de neuf sous le soleil. Qu'est-ce que vous prévoyez en termes de faillite d'entreprise, là, cette année ? Est-ce qu'on va encore dépasser les 66 000 de l'année dernière ? Alors là, on est toujours au plus haut. On continue à monter en nombre de faillites. On est le plus grand nombre de faillites sur un an. Et ça fait plus d'un an que ça dure. Et on est plus haut que pendant la grande crise économique de 2008-2009, pour dire le niveau de faillite d'entreprise. À cause des prêts qui ont été faits pendant le Covid, à cause de la guerre en Ukraine qui a créé une énergie chère, et à cause de l'énergie chère aujourd'hui qui continue à ruiner des entreprises. Donc franchement, je ne suis pas capable de faire des prévisions, je ne suis pas un microéconomiste dessus. Tout ce que je vois, c'est que ça continue et que ça risque de continuer. Les niveaux records de faillite. On a une France avec de l'inflation, une croissance révisée finalement selon l'INSEE cette année à 0,6%. Toujours cette instabilité politique avec François Bayrou qui va rester Premier ministre, Emmanuel Macron qui va rester à l'Élysée. Vous parlez de dépression collective des Français. Et comment vous voyez les choses ? Pourquoi vous parlez d'instabilité politique ? Finalement, Macron a perdu les élections, mais il a laissé François Bayrou. Oui, mais il ne se passe rien, quoi. Ah, voilà. Il y a une incertitude totale sur, en fait... Puis surtout, le but de Bayrou, c'est que pour tenir, c'est de rien faire. Ouais. Et ça, c'est un champion du monde, puisque c'est un centriste qui se met pile au centre et qui ne fait rien. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle qu'il ne se passe rien ? Non, c'est une mauvaise nouvelle. Les libéraux, ils veulent surtout pas que l'État intervienne. Donc, est-ce que, in fine, c'est pas ce qui arrive ? L'État va pas intervenir. On va voir si les libéraux vont être contents. Mais non, ça se passe pas très bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est allé au bout d'un système. Ce système qui existe depuis 40 ans, on a mis la pression au maximum des gouvernements qui ont gouverné contre les Français, en fait, depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'on l'a dit, on va faire du libre-échange sur l'agriculture. Ça a détruit l'agriculture parce qu'on les a mis en concurrence avec le Maroc, avec le Brésil, avec tous les pays du monde. On a détruit l'industrie avec une monnaie trop chère, l'euro, et le libre-échange avec la Chine, qui a détruit l'industrie, donc le fondement de notre prospérité. On a détruit aussi même, on a fait en sorte de faire exploser les flux d'immigration. On les a laissés, on a laissé les frontières ouvertes à cause de Schengen. En période de chômage, donc on a en plus des problèmes d'assimilation, mis de la pression sur les salaires, donc les Français n'en peuvent plus. Et aujourd'hui, on a vu que les gouvernements sont partis en folie, donc on fait des dépenses publiques alors même qu'on est endetté 300 milliards d'euros de dette publique pour le Covid, 145 milliards d'euros, j'avais fait les comptes de dépenses pour l'Ukraine, et donc on n'arrête pas, et cette PPE a 300 milliards d'euros pour une énergie renouvelable qui servira à rien. Donc on est en pure folie. Et donc... on rouvre pas Nord Stream. Le gaz est trop cher, ça détruit l'industrie européenne. Les Européens ont dit, on fait par moralisme, les dirigeants européens, on n'ouvre pas Nord Stream. Donc les européistes ont tout raté. L'Union européenne est dans un échec absolument complet sur tous les sujets. Ça commence à se voir. Et les européistes, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils courent au suicide. Parce qu'il faut bien comprendre que l'Union européenne, c'est le truc le plus pervers qui existe, même par nature, ontologiquement. Pourquoi ? Parce que ça fait que le gouvernement français... Qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il gouverne pour les Français ou pour la construction européenne ? On n'arrête pas de nous dire non, mais d'accord, on va faire la PPE qui est pas bien, ou les ZFE, ou les DPE, mais c'est pour l'Union européenne. Donc les gouvernements ne gouvernent pas pour le peuple, mais pour la construction européenne. De la même manière, on vous dit qu'il faut faire de la place pour les étrangers, gouverner pour l'étranger ou pour la planète. Et c'est toujours la même logique. Donc on a des pervers au pouvoir.
Parce qu'en fait, quelqu'un de normal, par exemple Pierre, si vous étiez nommé ministre, on vous demande d'être ministre de l'énergie et vous allez devoir passer la PPE, donc le plan pluriannuel sur l'énergie qui fait doubler les factures d'électricité. Vous allez partir en courant. Il n'y a que des pervers qui restent au pouvoir. Donc il y a cette phase-là où on n'a que des pervers au pouvoir, au sommet. En plus, derrière, ça se diffuse. Je discutais avec un chef d'entreprise qui me disait, en fait, ce qu'on voit, c'est que tout ce que font les gens d'en haut, de manipuler, de taper dans la caisse, d'être malhonnête et de manipuler les foules et de faire peur tout le temps, en fait, ça finit par se faire en bas dans les entreprises. Donc il y a une ambiance très très mauvaise qui va hâter l'effondrement, en fait, très clairement. Tout ce qu'il faut espérer, c'est que les Français aient le courage collectif pour se battre, enfin, et pour une renaissance, et tout ce courage à mettre, parce que sinon, on est dans l'effondrement de la France, et un effondrement qui va s'accélérer. Au départ, un grand paquebot comme la France qui tient bien, il y a des voies d'eau, ça va, il coule tout doucement, mais maintenant, on est au moment où on va couler à pic si on ne fait rien, et on laisse les choses partir dans le mauvais sens comme aujourd'hui. Mais on est dans une léthargie totale aujourd'hui. Il n'y a pas, au sein de la population française, de projet de renouvellement, d'épuration de l'administration française. Les Gilets jaunes, on n'entend plus parler. On est dans un espèce de vide social. Vous parlez, vous, de dépression collective. Ça flotte. Ouais. Il ne se passe rien. On continue à... Enfin, ça flotte, on coule, en fait. C'est très cette dépression collective, elle est très... parce qu'on n'a jamais connu ce stade. Est-ce qu'on a déjà été aussi mal gouverné, aussi durement par des élites sadiques ? Je pense pas. Ça crée une dépression collective, cette perversion généralisée. Je pense qu'il faut aussi se battre la coupe. C'est-à-dire que le peuple aurait peut-être dû plus se bouger à un moment donné. Mais je pense que, par exemple, les souverainistes qui sont la seule chance de se sortir des problèmes de l'Union européenne et de ce genre de problèmes, nous avons notre responsabilité. Et moi, j'appelle Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, François Asselineau à se réunir ensemble, Nicolas Dupont, discuter pour faire une union, parce que c'est aussi nous sommes divisés. Tous ces souverainistes qui sont l'espoir des résistants, de ceux qui se battent le plus, des résistants souverainistes, eh bien en fait nous sommes divisés alors que nous devrions être ensemble. Donc il faut qu'on fasse une grande discussion pour nous unir pour les prochaines élections et pour donner de l'espoir et pour que les gens nous suivent et retrouvent le moral, très clairement. En tout cas chez la partie résistante de la population. Est-ce qu'une discussion avec le RN est envisageable dans les cercles souverainistes ? Pour l'instant, pas vraiment, parce que le RN, en fait... On a vu certaines personnalités, ici et là, rejoindre le Rassemblement national. Est-ce qu'on peut espérer, imaginer, en tout cas, de voir le RN infléchir, revenir à une forme de souverainisme ? Ils sont dans l'euroscepticisme, dans la critique de l'Union européenne, mais ils veulent y rester dans cette Union européenne. Ils veulent y rester. Dans ce système pervers, comme vous dites. Exactement, ils n'ont plus de programme. D'ailleurs, ils désespèrent un peu les gens qui sont les plus pointus, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, alors qu'ils continuent à monter dans le reste de la population qui suit peu la politique. Écoutez, tout est envisageable, mais pour le moment, le RN, il est devenu un parti comme les autres. Très clairement, à force de dédiabolisation et d'enlever toute aspérité, ils ne veulent plus sortir de l'Union européenne. Ils veulent, sur les guerres, maintenant, ils sont, même quand Israël tape sur l'Iran, ils sont pro-Israël à fond, ils sont pro-anti-russe à fond. Donc en fait, qu'est-ce qui les distingue des macronistes ? Pas grand-chose. Écoutez, s'ils arrivent au pouvoir, on verra bien s'ils sont souverainistes, mais je pense malheureusement que non. Moi, je suis parti du RN parce qu'ils avaient arrêté de défendre la souveraineté nationale à la sortie de l'Union européenne, donc je ne vais pas les rejoindre maintenant. Je pense qu'il faut le faire autrement, entre souverainistes, avec les identitaires qui ont envie de se battre avec nous, parce que identité et souveraineté, c'est la même face de la même médaille, mais on ne peut pas compter sur le RN pour sauver la France. Je pense que là, ça me paraît vraiment très très naïf de penser ça. Est-ce que vous imaginez une dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron après l'été ? C'est tout à fait possible, parce que je pense que Macron, et j'en ai discuté avec des gens qui viennent aussi sur vos plateaux, à la soirée de TV Liberté, qui étaient d'accord avec moi. Macron, quand il a fait la dissolution de 2024, ce qu'il voulait faire, c'était passer la patate chaude au RN. Leur dire, voilà, vous allez être Premier ministre, Bardella ou Marine Le Pen, vous décidez entre vous, vous aurez la majorité sans doute, maintenant on va voir comment vous gouvernez. Et en fait, ce qui était pour les embêter, parce qu'en plus, quand vous avez juste l'Assemblée et le Premier ministre, en fait, en France, vous ne pouvez pas faire de référendum. Donc le RN qui voulait changer des choses sur l'immigration, qui peut théoriquement même pas le faire dans l'Union européenne, mais sans référendum, c'est même pas la peine. Donc ils auraient été pieds et poings liés, bloqués, et ils auraient été abîmés par Macron. C'est Attal, il ne faut pas oublier,
qui a déjoué les plans de Macron en disant non, mais on ne va pas se faire ruiner tous nos députés, perdre tous nos députés, et donc on fait l'alliance de LR en passant par les macronistes jusqu'au PS et à LFI. Voilà. Donc, mais Macron pourrait retenter le coup, c'est très possible, en septembre ou octobre. Je pense que ça pourrait amuser cet homme qui est profondément pervers de passer la main à Bardella pour cramer Bardella ou Marine Le Pen au pouvoir, puisqu'ils auraient le pouvoir sans l'avoir, en étant dans l'Union européenne et en n'ayant pas la présidence de la République, donc en pouvant faire aucun référendum. C'est un piège qui est très dangereux pour le RN. Quoi. Merci Philippe Murer d'avoir accepté notre invitation. C'est déjà la fin de cet entretien. Tout de suite après, vous pouvez retrouver la chronique économique de Financière de Philippe Béchade. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Bonjour et bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Pas de censure ?» Eh ben, allons-y, on en remet une couche. Oui, le gouvernement Bayrou va survivre à plusieurs choses qui défient l'imagination, le bon sens commun. Bon, tout d'abord, le grand symposium sur les retraites a été l'échec que tout le monde anticipait. Ça va déboucher finalement sur un probable allongement de 2 ans et demi, dont les Français évidemment ne veulent pas, mais les députés, nos députés, estiment qu'il n'y a pas de raison de remettre en cause ce scénario d'un allongement de la durée du travail. Les retraites vont être désindexées, peut-être que la CSG va être alourdie. En tout cas, c'est ce que laisse présager la loi de 2023 qui va donc s'appliquer à défaut d'un accord sur les retraites. Et comme ça ne suffira pas, on nous parle maintenant de dérembourser alors des tas de petites choses qui vont permettre d'économiser 100 millions par-ci, 200 millions par-là. Donc par exemple les cures, les soins de santé dits de confort. Il y aurait peut-être des remboursements supplémentaires, des soins dentaires. Bref, les retraités qui ne sont pas millionnaires, il y en a quelques-uns évidemment, vont continuer de voir leur pouvoir d'achat chuter. Et tout cela sur l'autel des économies nécessaires, alors que la France cherche 80 milliards d'ici la fin de l'année, 80 milliards d'économies. Et pour montrer l'exemple, notre gouvernement vient d'agréer le principe des 5% de dépenses pour la défense. On est actuellement, je crois, de mémoire, un petit peu au-delà de 2,5. On va également participer à l'effort de défense européen, 650 milliards d'euros sur 4 ans. Rapide calcul, ça fait 160 millions d'euros par an. Vu la quote-part de la France qui est de 19%, ça va représenter environ 13 milliards d'euros. Que nous n'avons pas, 13 milliards d'euros, tiens, comme par hasard, à peu près l'équivalent du déséquilibre du système des retraites. Mais attendez, c'est pas tout, le gouvernement ne s'arrête pas là, il veut nous imposer alors c'est même pas des recommandations européennes, non, c'est quasiment un oukase européen. Il faut que les pays se décarbonent, non pas avec du nucléaire, mais avec de l'éolien et du photovoltaïque, voire de la biomasse. Et la France va donc être obligée de tapisser nos forêts coupées de panneaux photovoltaïques. On va continuer d'installer des éoliennes, et y compris en mer.
Je rappelle qu'une éolienne en mer, c'est 35 000 tonnes de béton et d'acier pour stabiliser ce grand moulin à vent, plus évidemment des kilomètres de cuivre installés au large. Alors, la trace carbone d'un pied d'éolienne de 35 000 tonnes, c'est 50 ans d'exploitation de l'éolienne pour compenser le coût carbone du béton et de l'acier à sa base. Et la France va donc s'imposer 200 milliards d'investissements sur 10 ans, 20 milliards par an qu'évidemment nous n'avons pas. Et là encore, les députés avaient l'occasion de mettre un terme, ou en tout cas de stopper ce processus de construction d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques. Et on apprend en plus qu'actuellement nous absorbons les excédents de solaire de l'Allemagne et de l'Espagne. Autrement dit, nous sommes obligés d'arrêter nos propres centrales nucléaires, arrêter nos éoliennes, débrancher nos champs photovoltaïques, parce qu'il y a déjà trop d'électricité qui arrive de l'étranger. Et nous avons signé je ne sais quel traité qui nous oblige à absorber ces excédents. Donc nous n'avons absolument pas besoin de plus de mégawatts et encore moins de gigawatts. Nous avons tout ce qu'il faut. Non, il faut malheureusement engraisser le lobby éolien et du photovoltaïque. Et donc tout ce que je viens de citer n'aboutit à aucune motion de censure. Donc oui, la trahison des Français se poursuit, mais là ça atteint évidemment des proportions inconnues sous la Ve République. Le prix de l'électricité a déjà doublé. Pour beaucoup de ménages, aujourd'hui, la facture d'électricité, ça représente à peu près l'équivalent d'un loyer. Et on nous dit que d'ici 10 ans, ça va encore doubler, alors que ça devrait être divisé par 2 si l'on se contentait de l'hydroélectricité et du nucléaire que nous possédons déjà. Mais non. Pour équilibrer les comptes, évidemment, on a trouvé la cible idéale, les retraités. Ceux-là, évidemment, ne manifestent pas, ne détruisent pas les abribus, n'incendient pas les voitures. Alors, pourquoi pas continuer ? Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.